Ukraine's war-torn east, Dans l'Est déchiré par la guerre de l'Ukraine, des milliers de soldats russes meurent tandis que leurs dirigeants restent enfermés dans une sécurité impénétrable. Des murmures sur des drones d'assassinats ukrainiens contournant les défenses de Poutine ont atteint les couloirs du pouvoir, et Moscou a immédiatement tenté d'effacer toute trace. Pendant des années, l'image soigneusement façonnée de Poutine reposait sur le mythe de l'invulnérabilité, protégé par les élites loyales et la propagande d'État. Aujourd'hui, ce mythe est tendu jusqu'au point de rupture, alors que des menaces invisibles sondent la forteresse du pouvoir absolu. Rejoignez-nous pour décortiquer chaque couche de ce complot audacieux, analyser chaque rebondissement du récit et découvrir à quel point le monde a frôlé un tournant historique. Boum! Une explosion de tension au-dessus des champs de Koursk, le 20 mai. Des drones d'attaque ukrainiens, ressemblant à de grands avions miniatures au tempérament agressif, ont surgi depuis la frontière. Au début, les équipes de défense aérienne russes pensaient à une interception de routine, suivre les signaux radars, tirer des missiles, admirer le feu d'artifice métallique. Mais cette fois-ci, la cible n'était pas un site militaire quelconque. Le président Vladimir Poutine volait en plein milieu de la zone. Yuri Dachkin, commandant de l'une des divisions de défense aérienne de la Russie, a ensuite lâché une bombe médiatique. Le président se trouvait à l'épicentre de la riposte à une attaque massive de drones ennemis. En termes simples, alors que l'hélicoptère de Poutine fendait le ciel, ces drones bourdonnants ont failli en frôler les rotors. Imaginez des dizaines de petites charges explosives fonçant vers un hélico VIP, chacune pouvant être une frappe de missile ou une pluie d'éclats mortels. Ce ne sont pas des jouets. L'Ukraine mise fortement sur les drones kamikazes Shahed 136, légers, lents et remplis d'explosifs. Ils percutent leurs cibles par en dessous. Construits à partir de cadres de drones commerciaux, chaque Shahed 136 transporte environ 40 kg de charges explosives. À des vitesses de croisière de 100 à 120 km/h, ils sont trop lents pour certains radars réglés sur des avions rapides, mais assez rapides pour surprendre les troupes et les véhicules. Leur profil de vol bas leur permet de zigzaguer entre les arbres et d'émerger près de stations électriques, de troupes ou de dépôts de munitions. Comme chaque drone ne coûte que quelques milliers de dollars, une fraction du prix d'un missile guidé ou d'une ogive navale, les forces russes font face à des essaims de dizaines, parfois centaines d'appareils, forçant les défenseurs à jongler entre munitions rares et tant de radars. Une fois un Shahed repéré, les équipes au sol s'activent. Certains lancent des manpads guidés par infrarouge, des missiles portables qui verrouillent la signature thermique du drone. D'autres utilisent les canons anti-aériens ZSU-23-4 Shilka, un vieux modèle soviétique doté de 4 canons de 23 mm montés sur un châssis chenillé. Leur cadence de tir peut pulvériser un petit drone, mais le ciblage est manuel, ce qui entraîne des minutes tendues et transpirantes avant chaque rafale. Les observateurs coordonnent les radars et viseurs optiques du Shilka, en essayant de ne pas gaspiller de munitions ni toucher leurs propres troupes. D'autres encore activent des dispositifs de guerre électronique pour brouiller le GPS ou les communications du drone. Mais le brouillage est risqué. Trop d'énergie et vous grillez vos propres radios, aveuglez vos drones amis ou perturbez les signaux civils. C'est une partie de poker électronique à haut risque. Le timing est crucial. Dans la fraction de seconde entre la détection et la destruction, les équipes ukrainiennes évaluent coût et probabilité. Faut-il économiser le missile infrarouge pour une cible plus grosse ou mitrailler avec le Shilka? Tenter le brouillage en espérant que le drone dévie ou le laisser passer et risquer des dégâts au sol? Dans la brume de la guerre, chaque décision compte et chaque Shahed augmente la pression. Et le 20 mai, l'équipe devait gérer les 3 options, en plus du cauchemar d'assurer la sécurité du président. Un missile raté peut générer des débris. Un obus anti-aérien peut retomber en fragments. Un signal brouillé peut aveugler la navigation de l'hélicoptère. C'est comme jongler avec des tronçonneuses et des feux d'artifice en équilibre sur un monocycle, au-dessus d'un bassin de crocodiles affamés. L'hélicoptère de Poutine n'est pas un char volant. Il est conçu pour la vitesse et la manœuvrabilité, pas pour encaisser une ogive.
L'équipe de Dashkin devait viser juste, stopper les drones sans tirer un barrage qui ferait chuter l'appareil. Ils ont mobilisé des batteries supplémentaires, enclenché les systèmes modernes Pantsir S-1 et lancé toutes les fusées éclairantes disponibles pour tromper les explosifs. Tout cela en gardant un œil froid sur l'écran radar et le flux vidéo en direct de l'hélicoptère. 5 jours se sont écoulés avant que la Russie ne reconnaisse ce qui s'était passé. Dans un pays où les médias d'État contrôlent fermement le récit, le silence en dit souvent plus que les déclarations officielles. Ce délai pourrait venir d'un refus d'admettre qu'un haut responsable, et encore moins Vladimir Poutine, ait été mis en danger. Les communicateurs officiels s'efforcent de présenter chaque déplacement présidentiel comme impeccable, chaque menace comme neutralisée, bien avant d'approcher l'espace aérien russe. Toute suggestion selon laquelle une nuée de drones aurait frôlé le chef suprême briserait cette image d'invulnérabilité. Ce délai pourrait aussi refléter une confusion interne. Une reconnaissance rapide aurait obligé le Kremlin à expliquer comment des dizaines de drones ennemis ont pu échapper aux défenses aériennes russes prétendument en couche, surtout dans une région frontalière avec l'Ukraine. Révéler de telles failles, en particulier dans des zones protégées par les systèmes S-400 et des radars avancés, soulèverait des questions inconfortables sur la préparation militaire et la compétence. Il y a aussi le risque de panique. Admettre que l'appareil de Poutine a potentiellement été pris pour cible pourrait semer la peur parmi les élites politiques et l'opinion publique. Si des drones peuvent suivre et harceler le convoi présidentiel, qu'est-ce que cela dit de la sécurité des installations gouvernementales, des actifs nucléaires ou même de Moscou? Pourtant, la vérité a fini par fuiter. L'aveu brutal du général Dashkin a été relayé par les médias russes. L'intensité de l'attaque a augmenté de manière significative pendant le vol de l'appareil transportant le commandant en chef au-dessus de la région de Koursk. En d'autres termes, les drones ont attaqué avec plus de vigueur au moment exact où Poutine entrait dans leur champ d'action. Un aveu implicite que l'attaque était à la fois calculée et audacieuse. En attendant 5 jours, les responsables russes ont peut-être espéré atténuer l'impact, enterrer l'histoire ou détourner l'attention. Mais ce délai lui-même n'a fait que souligner l'importance de ce qu'il tentait de ne pas dire. Quelqu'un a tiré une balle directe au cœur du pouvoir russe. L'Ukraine aurait-elle pu savoir exactement où volait le président? C'est plus que probable. L'espionnage moderne mêle le renseignement humain traditionnel, des informateurs au sol, à des moyens technologiques avancés. Images satellites, interception radio, voire piratage des données du trafic aérien. Les services de renseignement militaire ukrainiens, le GUR, ont affiné leur stratégie ces derniers mois. S'ils ont chronométré une vague de drones sur le trajet de Poutine, cela dépasse la tactique de champ de bataille et devient une tentative directe d'éliminer le dirigeant russe. Pensez aux 50 dernières années. Les chefs d'État des grandes puissances n'affrontent presque jamais le feu direct sur le champ de bataille. Il existe une règle tacite selon laquelle, même en guerre, on ne vise pas le commandant en personne. Le 20 mai a brisé cette règle. Une nuée d'environ 50 drones, chacun porteur d'explosifs, a failli atteindre Vladimir Poutine. C'est un bouleversement majeur. La scène au sol était surréaliste. Les champs de tournesol s'étendaient à perte de vue. Des agriculteurs ont arrêté leurs tracteurs, l'oreille tendue vers des détonations lointaines. Soudain, des traînées de fumée ont zébré le ciel depuis des sites de lancement à des kilomètres. Les opérateurs radars ont crié des ordres. Des soldats ont activé les canons anti-aériens. Des missiles ont décollé, hurlant vers des cibles de métal. L'hélicoptère présidentiel a plongé derrière une crête voisine pour se cacher. Puis il a viré brusquement, moteur rugissant, et a échappé à la zone de danger. À Moscou, les responsables se sont affolés. Comment expliquer au public, nourri d'histoires de victoires et de puissance, qu'on a failli tuer le président? Ils ont fouillé les journaux de vol, nettoyé les réseaux sociaux, préparé des preuves que toutes les menaces avaient été neutralisées avant d'approcher. Mais le rapport de Dashkin était déjà publié. La bataille faisait rage autour de l'hélicoptère lui-même. Désormais, la Russie fait face à un problème. Ajouter plus de défense autour des vols présidentiels transforme le ciel en champ de mines flottant.
Chaque nouveau système de missiles solaires, chaque unité de guerre électronique, chaque batterie anti-drone est une pièce de plus dans une architecture de défense aérienne déjà complexe. Plus la protection est stratifiée, plus le risque que quelque chose échappe à la surveillance, ou pire, soit mal identifié, augmente. Au cœur de cette complexité se trouve le système IFF, identification ami ou ennemi. En théorie, l'IFF empêche les tirs amis en envoyant des signaux codés entre aéronefs et défense, confirmant si un objet volant est allié ou hostile. Mais dans des environnements sous haute pression, avec des essaims de drones en approche et des zones de défense qui se chevauchent, même l'IFF peut flancher. Une mauvaise lecture, un signal faible, un code mal synchronisé ou des interférences de brouilleurs voisins peuvent être catastrophiques. Les systèmes russes Pantsir S-1, par exemple, utilisent des radars et des capteurs optiques pour intercepter les menaces, mais quand des dizaines de cibles apparaissent, certaines hostiles, d'autres amies, l'opérateur a quelques secondes pour décider. Si un système IFF classe un allié comme inconnu ou ne répond pas, un missile Pantsir peut être tiré sur le mauvais appareil. Cet appareil pourrait être un avion de transport, un chasseur d'escorte ou même l'hélicoptère présidentiel lui-même. Ironiquement, l'effort pour renforcer la sécurité pourrait l'affaiblir. Trop de capteurs, trop de bruit électronique, pas assez de coordination. Tout cela rend les accidents plus probables. Chaque couche de protection supplémentaire accroît le risque de transformer le ciel russe en stand de tir où ses propres avions sont en danger. C'est un équilibre précaire. Défendre Poutine avec une force écrasante sans saturer le système au point qu'il tire à l'aveugle. Car quand chaque seconde compte, un simple bug peut provoquer une catastrophe interne. Et maintenant? D'abord, attendez-vous à beaucoup moins de visites surprises de Poutine. Son calendrier de déplacement deviendra probablement plus rigide et prévisible, limité à des couloirs aériens sûrs et fortement gardés. Chaque zone de décollage et d'atterrissage sera lourdement fortifiée, avec des défenses superposées, une couverture radar complète et des équipes prêtes à intervenir. Même les mouvements de routine seront traités comme des opérations à haut risque. Ensuite, la Russie va probablement investir massivement dans de nouvelles technologies de brouillage. L'objectif, perturber les drones ennemis avant leur décollage ou les neutraliser en plein vol. Ces brouilleurs de nouvelle génération tenteront d'inonder les zones ciblées avec des signaux interférents sur le GPS, les fréquences radio et les liaisons satellites. Mais la guerre électronique n'est pas infaillible. Beaucoup de drones ukrainiens sont maintenant programmés pour passer en mode autonome ou changer de fréquence quand ils sont brouillés, continuant leur mission sans commande en temps réel. Pire encore, un brouillage trop puissant peut se retourner contre vous, en attirant l'attention, en perturbant vos propres systèmes ou en déclenchant des contre-brouillages ukrainiens. C'est une course aux armements sans bouton pause. Pendant ce temps, les forces de drones ukrainiennes continuent d'évoluer. Ce qui n'était au départ qu'une flotte de quadricoptères commerciaux modifiés, avec des GoPros scotchés dessus, s'est transformé en un arsenal sophistiqué, structuré et capable de bouleverser le rythme du champ de bataille. Des ingénieurs ukrainiens, des bénévoles civils du secteur technologique et des start-up de défense ont uni leur ingéniosité pour créer une gamme de systèmes aériens sans pilote, adaptés à des missions spécifiques, de la reconnaissance aux frappes directes. À l'échelle tactique, de petits quadricoptères et des drones à voilure fixe surveillent les positions ennemies jour et nuit. Certains sont équipés de caméras infrarouges et volent à quelques mètres du sol, contournant les défenses russes sous le couvert de la nuit. Leur signature sonore faible les rend presque indétectables jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces éclaireurs transmettent souvent des vidéos en temps réel aux unités d'artillerie ou d'infanterie, dirigeant les tirs de précision et révélant les failles dans les lignes russes. Des drones plus lourds, construits en fibre de carbone ou même avec des composants imprimés en 3D, transportent désormais des grenades anti-chars, des obus de mortier ou des explosifs improvisés. Certains sont pilotés manuellement avec des casques de vision à la première personne, permettant aux opérateurs de viser directement une tourelle de char ou la trappe d'un véhicule blindé. D'autres fonctionnent comme des munitions rôdeuses, tournant au-dessus du champ de bataille pendant près d'1 heure avant de plonger sur leur cible avec une précision kamikaze.
L'Ukraine a aussi commencé à intégrer des systèmes de ciblage par intelligence artificielle, une navigation indépendante du GPS et des logiciels de coordination en essaim. Cela signifie que les drones peuvent désormais fonctionner en groupe, partager des informations en vol et submerger les défenses ennemies par le nombre et l'imprévisibilité. Même les drones leurres sont entrés en scène, attirant les tirs loin des vraies menaces et forçant les opérateurs russes à gaspiller des intercepteurs valant des millions sur des gadgets à $100. Tout cela coûte une fraction des armes traditionnelles. Alors qu'une batterie de missiles russes peut coûter des dizaines de millions à construire et à entretenir, de nombreux drones ukrainiens coûtent moins de $5 000 pièce. C'est l'asymétrie dans sa forme la plus aiguisée. Une guerre d'usure où une technologie maligne et bon marché oblige à des réponses coûteuses et intenables. Et à chaque nouvelle vague d'innovation, l'Ukraine ne se contente pas d'égaler la Russie, elle la devance. Pour les habitants de Koursk, c'est un réveil brutal. C'était du tonnerre ? Pourrait demander un villageois en entendant le grondement lointain d'une interception. Puis, les infos locales confirment. Une attaque de drone, interceptée en plein ciel, alors que le président survolait la région. Ce n'est plus une guerre lointaine pour ses résidents. Elle est au-dessus de leurs maisons, près de leurs champs et dans leur espace aérien. En réponse, les autorités locales s'empresseront de rassurer la population. Elles promettront de nouvelles unités Pantsir S1, des systèmes montés sur camions équipés de canons automatiques à tir rapide et de missiles guidés par radar conçus pour détecter et détruire les drones, hélicoptères ou même missiles de croisière. Le Pantsir est agile et réactif, idéal pour protéger des cibles mobiles ou des infrastructures sensibles, mais il n'est pas infaillible. Son radar peut être submergé par des essaims et sa portée d'interception a des limites. Elles annonceront aussi davantage de batteries S-350 Vityaz, le système de défense antimissile de moyenne portée de la Russie, censé remplacer les vieux S-300. Le Vityaz peut suivre et toucher plusieurs cibles à la fois, y compris des drones furtifs, et fonctionne bien en tandem avec des réseaux de défense plus larges. Pourtant, il coûte cher à déployer et à maintenir, et comme tous les systèmes radars, il peut être trompé par le terrain, des leurres ou une saturation. Et puis il y a l'ancienne valeur sûre, plus d'unités ZSU 23-4 Shilka. Ces canons anti-aériens de l'ère soviétique tirent des obus de 23 mm à une cadence stupéfiante, saturant le ciel de métal. Ils sont efficaces à courte portée, notamment contre les drones volant bas. Mais les Shilka dépendent fortement du repérage visuel et ont une portée limitée, ainsi qu'une précision réduite dans des terrains complexes ou par mauvais temps. Même avec tous ces moyens, aucune défense n'est parfaite. Les zones rurales ne peuvent pas être totalement couvertes. Chaque nouvelle couche de protection ajoute de la complexité. Plus d'électronique, plus de risque de tyramie et plus de pression sur les opérateurs. La vérité, c'est que pour les habitants de Koursk, ces améliorations sont rassurantes, mais elles soulignent aussi un fait glaçant. La ligne de front se rapproche. L'équipe de Poutine exigera des réponses. Certains pousseront pour établir des zones d'exclusion aérienne autour des sites clés, mais cela n'est réaliste que pour quelques endroits. D'autres plaideront pour une couverture électronique permanente, du brouillage non-stop le long des frontières. Mais le brouillage peut aussi aveugler les systèmes amis. Et à mesure que l'Ukraine ajuste ses tactiques, l'heure, commandes cryptées, itinéraires collés au terrain, la défense reste au bord du chaos. Le 20 mai au-dessus de Koursk n'était pas qu'un titre de journal. C'était un coup de semonce. L'ère des essaims de drones est arrivée. De minuscules robots volants, peu coûteux à produire et mortels en masse, peuvent percer les défenses les plus hautes et approcher dangereusement les individus les plus puissants du monde. Pour Vladimir Poutine, cela signifie que chaque trajet en hélicoptère est désormais un pari. Pour la Russie, cela impose de réécrire le manuel de la sécurité des VIP. Et pour l'Ukraine, c'est la preuve que des attaques intelligentes et à bas coût peuvent frapper le cœur du pouvoir lui-même. Les drones sont petits, mais le 20 mai, ils ont failli changer le cours de l'histoire. Malgré le gel glacial des relations entre la Russie et l'Occident, les capitales occidentales hésitent à parier sur un départ de Vladimir Poutine dans un avenir proche. Les rumeurs d'intrigue au Kremlin ou d'un coup d'État imminent font régulièrement la une, mais les analystes chevronnés
posent une question épineuse. Qui porterait la couronne du Kremlin si Poutine était soudainement écarté? Le cercle des successeurs potentiels, oligarques, vétérans des services de sécurité, barons régionaux, est limité par des réseaux de loyauté et une méfiance mutuelle. Tout nouveau dirigeant hériterait non seulement de la présidence, mais aussi de la même bureaucratie rigide, du même appareil sécuritaire et de la même volonté de conserver une influence sur les États voisins. De plus, un successeur pourrait adopter une posture encore plus dure. Endurci par le chaos de la transition, il pourrait rallier les faucons pour consolider le pouvoir, réprimer la dissidence et doubler la mise sur l'aventurisme diplomatique. Après tout, l'imprévisibilité peut devenir une arme. Si Pékin et Bruxelles ne savent jamais où frappera la Russie, ils hésiteront peut-être à imposer de nouvelles sanctions ou à fournir davantage d'aide militaire à l'Ukraine. Pour les décideurs occidentaux, cette incertitude est plus dangereuse que Poutine lui-même. Un adversaire familier, même impitoyable et calculateur comme Poutine, reste une entité connue. Ses schémas d'action, sa rhétorique et ses objectifs sont étudiés, cartographiés, anticipés. Un changement brutal au sommet pourrait ouvrir une période de volatilité inédite, avec des factions rivales luttant pour le pouvoir. Cela pourrait mener à des erreurs de calcul ou à une escalade, ce que l'Occident cherche désespérément à éviter. Ainsi, même si l'idée de la chute de Poutine inspire des fantasmes à certains, la plupart des capitales occidentales prônent la prudence. Elles estiment que maintenir le statu quo, même tendu et antagoniste, vaut mieux que jouer à la roulette avec une succession dont l'issue pourrait être bien pire. Dans ce jeu de dissuasion nucléaire et de brinkmanship géopolitique, la prévisibilité est parfois la ressource la plus précieuse. Pourtant, la volonté de l'Ukraine de repousser les limites est claire depuis un moment. Rappelez-vous le 2 mai 2023, un drone ukrainien a survolé Moscou, visant directement la résidence de Poutine. Heureusement, pour eux et pour le monde, l'attaque a échoué. Le président n'était pas en vol ce jour-là, et selon les informations, il n'était pas chez lui non plus. Les défenses ont abattu le drone bien avant qu'il n'atteigne une cible critique. Mais le message était clair. L'Ukraine a montré qu'elle pouvait atteindre le cœur même du pouvoir russe. Cette frappe de 2023 était autant un signal qu'un test des défenses. Nous pouvons vous atteindre, même à Moscou. Elle a laissé une piqûre, même si le risque pour sa vie était moindre qu'au-dessus de Koursk le 20 mai. Alors, pourquoi continuer à s'aventurer dans la zone de danger? Certains disent que c'est de l'intimidation pure, une façon de montrer à Poutine qu'il n'est jamais vraiment en sécurité, que ce soit dans un palais ou en survolant des champs de tournesol. Une frappe échouée ou partiellement réussie oblige tout de même à réagir, déployer les S-400, faire monter les Pantsir, verrouiller l'espace aérien. À chaque fois, les forces russes doivent prouver qu'elles sont à la hauteur. Chaque interception devient une victoire en matière de communication. Les gros titres proclament « La vie du président une fois de plus sauvée » et le public intérieur est happé par le drame. Quand des drones bourdonnent au-dessus, ce n'est pas juste une manœuvre militaire, c'est un projecteur braqué sur les vulnérabilités de Poutine. À l'inverse, on peut se demander si le Kremlin ne cherche pas lui-même à faire monter la tension. Les médias d'État et les hauts gradés exagèrent-ils les faits pour nourrir l'image héroïque de Poutine? Les propos du commandant Yuri Dashkin étaient clairs. Le président se trouvait à l'épicentre de la riposte contre une attaque de grande ampleur. Mais était-il vraiment au cœur de l'action, ou son hélicoptère frôlait-il seulement la zone pendant que les défenses faisaient le gros du travail? Difficile à dire. En temps de guerre, la propagande est aussi courante que les balles. En insistant sur le risque personnel encouru par Poutine, l'État façonne un récit de lutte partagée, le dirigeant et le citoyen unis face à un ennemi implacable. Ce récit de lutte partagée pèse encore plus lourd dans des régions comme Koursk, où le souvenir de l'invasion de l'été dernier est encore vif. En août 2024, les forces ukrainiennes ont lancé une offensive de plusieurs mois dans la région, forçant des civils à fuir et laissant derrière elles des villes marquées par les combats. Les habitants n'ont pas caché leur colère envers les commandants militaires russes, les accusant de lenteur et de mauvaise préparation. Sur les réseaux sociaux locaux,
Les plaintes fusaient. Comment ont-ils pu laisser ça arriver? Où était notre armée? Dans ce climat, présenter Poutine comme étant sur le terrain, partageant le danger, ressentant la peur, aide à réparer le lien fracturé entre le Kremlin et la population. Imaginez être un fermier dans un village de Koursk en août 2024. Vous chargez votre charrette de pommes de terre, vous vous rendez au marché, et l'ambiance est tendue. Les nouvelles annoncent une percée ukrainienne. Des obus tombent. La fumée monte à l'horizon. Vous vous demandez si les soldats envoyés pour vous protéger font réellement leur travail. Avance rapide jusqu'au 20 mai 2025. Vous apprenez que l'hélicoptère de Poutine survolait ces mêmes champs quand les drones ont attaqué. Vous l'imaginez en train d'observer le sol avec des jumelles, ressentant chaque missile tiré. Cette image peut apaiser la colère, ne serait-ce qu'un instant. Elle dit « Je suis avec vous, je ressens la même chose ». Bien sûr, tout le monde n'y croit pas. Certains habitants voient de clair dans le jeu. Ils se demandent pourquoi plus de défenses n'étaient pas en place si Koursk était si stratégique. Ils pointent l'ironie de Poutine, affirmant avoir risqué sa vie alors que des millions de Russes font la queue pour des produits de base, subissent des coupures d'électricité ou un accès Internet limité. Mais pour beaucoup, le drame d'une quasi-frappe présidentielle perce le bruit ambiant. C'est viscéral, humain, accrocheur. Cela rappelle que même les dirigeants les plus puissants ne sont pas invincibles. Du côté ukrainien, la logique reste simple. Chaque frappe, réussie ou non, fait grimper la facture pour la Russie. Même une attaque de drone déjouée déclenche toute une chaîne de réponses. Des missiles sont tirés, utilisés, puis doivent être remplacés. Les équipes anti-aériennes restent en alerte, perturbant les opérations normales. Les commandants redirigent des ressources d'autres fronts, juste pour protéger le ciel. Et surtout, cela rappelle à Poutine et à chaque citoyen russe que le programme de drones ukrainien est une menace croissante. Chaque nouveau modèle est modifié pour voler plus vite, échapper aux brouilleurs ou transporter une charge plus lourde. L'Ukraine apprend à chaque tentative, ajuste ses tactiques et garde une longueur d'avance. Ce qui nous ramène à la question de départ. Ces frappes visaient-elles réellement à tuer Poutine ou seulement à l'effrayer? La frontière est floue. En guerre, l'intimidation est une arme. Forcer le Kremlin à rester sur la défensive, à réagir sans cesse, cela use même les défenses les plus solides. Et pendant que les experts occidentaux s'inquiètent des risques d'un changement de régime, la stratégie de l'Ukraine semble moins viser la chute de Poutine que l'érosion progressive de la volonté de combattre de la Russie, maintenir la pression, forcer des réponses coûteuses et exposer les failles dans l'image d'invulnérabilité soigneusement construite par le Kremlin. Alors, quelle est la suite ? Il est probable que Vladimir Poutine cesse complètement ses visites près des lignes de front, se confinant à des centres de commandement tenus secrets, bien à l'abri derrière des lignes fortifiées. Plutôt que de se déplacer entre des aérodromes régionaux, il pourrait de plus en plus s'appuyer sur des robots, des systèmes de reconnaissance pilotés par IA et des liaisons vidéo sécurisées pour observer le champ de bataille en temps réel, minimisant ainsi les risques tout en maintenant l'illusion d'un contrôle direct. Côté défense, la Russie pourrait investir encore davantage dans une coquille de systèmes anti-aériens toujours plus dense. Attendez-vous à voir davantage de batteries S-400 et S-350. Vityaz, déployées le long des couloirs aériens clés, appuyés par des hybrides canons-missiles Pantsir S-1 et des unités Shilka modernisées. Chaque nouvelle couche vise à intercepter les essaims de drones avant qu'ils ne s'approchent, mais elle accroît aussi la complexité des réseaux de commandement et contrôle, et augmente le risque de tirs amis. En parallèle, le Kremlin accélérera probablement ses programmes de guerre électronique, déployant des brouilleurs de nouvelle génération capables de verrouiller les fréquences de contrôle des drones ou de falsifier les signaux GPS. Mais pour chaque amélioration du brouillage, les ingénieurs ukrainiens trouvent des parades. Protocole de changement de fréquence, navigation inertielle autonome, structure plus furtive. C'est une danse sans relâche à haut risque, un jeu du chat et de la souris qui se déroule à 300 mètres au-dessus des champs de blé et des forêts de bouleaux. En dessous,
Les villageois de Koursk écouteront les explosions lointaines et observeront le ciel à la recherche de traînées suspectes, espérant que les nouvelles mesures du Kremlin les protègent, car depuis trop longtemps, leur sécurité passe après les mises en scène présidentielles et les exigences du théâtre géopolitique. Au final, la véritable histoire ne se résume pas à qui abattra le prochain drone. Elle réside dans la manière dont ces quasi-frappes redessinent la politique de la guerre, l'opinion publique et la façon dont les dirigeants se déplacent dans le monde. Le 20 mai fut spectaculaire. La tentative de mai 2023 était audacieuse. Chaque épisode s'empile sur le précédent, racontant une histoire plus vaste de pouvoir, de peur et du nouveau visage du conflit moderne. Un monde où une nuée de drones à $10 000 peut faire trembler les couloirs dorés du Kremlin. Que ces attaques aient visé à mettre fin au règne de Poutine ou simplement à lui rappeler qu'il n'est pas intouchable, elles ont déjà accompli quelque chose de bien plus durable. Elles ont transformé le ciel en champ de bataille pour le destin des nations. Désormais, chaque vol en hélicoptère comporte un nouveau risque. Pour les citoyens, c'est un rappel que la guerre avance pas à pas. Et dans ce champ de bataille moderne, le simple bourdonnement d'un drone pourrait décider du sort du monde.